Bonjour à tous, aujourd'hui nouveau top flop, un spécial encore une fois pour vous parce que je me dis que de temps en temps on a envie de lire une petite histoire courte mais néanmoins intéressante et c'est pour cela que j'ai décidé de lire 10 licences différentes que j'avais dans ma mangatech et que je n'avais pas encore lu jusqu'à maintenant. Je dois vous dire que j'ai pas aimé grand chose de mes lectures, vous allez voir et puis n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous êtes d'accord ou pas avec moi. C'est avec grand plaisir qu'on discute. C'est parti. À la 10e et dernière place du classement, je mets Birth of Levi. C'est un spin-off de l'Attaque des Titans, une série que j'aime beaucoup, vraiment beaucoup. Et j'étais contente de découvrir l'histoire de Levi, un des protagonistes important de l'Attaque des Titans. C'est un caporal qui est dans le bataillon d'exploration pour ceux qui connaissent l'Attaque des Titans et tout le monde a voué un culte quand l'Attaque des Titans était encore en odeur de sainteté, que tout le monde kiffait trop ce manga et regardait trop l'animé. Donc je vous avoue que l'hype est un peu retombée. En tout cas tout le monde a adoré Levi, donc on était tout content de voir une petite série courte adaptée qui parlait de sa vie, de d'où il venait, enfin bref, qui se concentrait sur Levi. Et moi aussi j'étais contente. Adrien avait trouvé les 2 tomes d'occasion et en plus ce sont des tomes qui sont complètement en couleur. Je me suis dit voilà, génial, on va voir l'histoire de Levi, on va voir d'où il vient, on va voir sa psychologie, etc. et tout ça en couleur. Sauf que, heureusement j'ai payé ça que 4,99 €, comme vous pouvez le constater si vous arrivez à voir quelque chose. Et en fait j'étais très déçue parce que je trouvais franchement que ça servait à rien. En vrai on nous raconte rien sur Levi, on nous le présente, alors ceux qui veulent découvrir quand même, bon désolé je vais spoiler un tout petit peu, mais on nous le présente quand il était dans les bas-fonds, au sein de je ne sais plus quel mur, de quelle enceinte. Il avait piqué un équipement qu'il avait trouvé, un équipement tridimensionnel qui lui permettait de voltiger partout avec ses copains, et finalement comme il se débrouillait pas mal en autodidacte, on l'a embauché. Et franchement ça nous dit rien sur Levi, c'est inintéressant, ses 2 copains sont aussi inintéressants, bref ça lui porte préjudice en vrai ces trucs là, donc j'ai vraiment pas du tout aimé, je trouvais ça nul, je trouvais ça inutile. Alors si vous avez apprécié bien sûr dites-moi qu'est-ce que j'ai raté là-dedans, mais franchement je trouve pas que ce soit un indispensable, même pour ceux qui aiment beaucoup l'Attaque des Titans. On va peut-être juste le garder pour la collecte. Et encore, je comprends pourquoi, on en voit très souvent en occasion. À la 9e place du classement, j'ai décidé de mettre Urusei Matsura, soit Lamu, parce que je me suis sentie trahie, je me suis sentie escroquée. Et en plus, j'ai découvert ça sur Instagram parce que je discutais, je crois que c'est les lectures d'un petit panda que j'aime beaucoup suivre, d'ailleurs allez voir. J'avais présenté ce titre en fait en photo, je disais je vais le lire et tout. C'était un dessin animé que je regardais gosse, j'en avais plus trop de souvenirs. Et en fait sachez-le, c'est une compilation des histoires en couleur de Lamu déjà existantes. C'est-à-dire que vous comprenez rien. Moi j'ai commencé à ouvrir ça et je me suis dit ouais d'accord, mais on me présente pas les persos, pourquoi ils se connaissent, c'est quoi le délire, et non en fait non, vous savez plus. Et moi je me souviens plus de Lamu, t'es gentil, mais moi c'est... ça fait 30 ans que j'ai pas regardé, je n'avais plus aucune idée. Et en fait on nous plonge direct dans une suite de petites histoires un peu comiques, comme c'est très bien le faire d'ailleurs Rumiko Takahashi, on sent très bien, c'est un peu du Ranma 1/2 quoi, vous voyez, c'est des situations farfelues, complètement rocambolesques, avec 2 personnages loufoques, enfin 2, même plus de personnages loufoques, mais en gros moi j'ai rien capté. J'ai essayé, je vous garantis, j'en ai lu des chapitres, mais au bout d'un moment j'ai abandonné. J'ai lu des chapitres des 2 d'ailleurs, donc on comprend à peu près le fil, on comprend à peu près ce qui se passe, mais comme vous n'avez pas la vraie suite des événements, mais uniquement des chapitres en couleur, quelques-uns sélectionnés, vous captez rien. Donc si vous voulez découvrir Lamu, c'est pas ça qu'il faut, ça c'est pour les collectionneurs, pour les fans qui veulent une jolie édition avec les chapitres en couleur, mais c'est tout. Donc je peux pas vous dire que l'histoire est nulle, j'en sais rien parce que j'ai pas capté, j'ai rien compris et ça doit être certainement très bien. Mais est-ce que, et c'est la question importante, est-ce que ça m'a donné envie de découvrir Lamu? La réponse est non. Parce qu'en fait j'avais l'impression de lire Ranma 1/2 et 20 tomes doubles de Ranma 1/2, je sais pas si vous les voyez là, ouais ils sont là, je me pousse un peu, non vous voyez que dalle. Là ici j'ai tous les Ranma 1/2 et croyez-moi que 20 tomes doubles de gags
qui se répètent, c'est largement suffisant. D'ailleurs, je m'étais même demandé si j'allais pas revendre, hein. Sacrilège. Voilà, ça suffit. Je garde quand même parce que c'est pour ça que je l'ai pas mis tout en dernier, parce que j'ai quand même apprécié regarder les dessins. J'étais là, je feuilletais, je dis ah ouais, il y a quand même 2-3 illustrations qui me plaisent bien. J'ai été sensible à l'esthétique des personnages de Lamu. Et Lamu, je sais même pas comment on dit, mais je vais dire Lamu parce que ça me semble moins bizarre. Mais non, parce que vous avez quand même des jolies pages, vous voyez, c'est beau. Vous avez même à la fin des interviews de Rumiko Takahashi. Donc vraiment, ça s'adresse aux fans de Rumiko Takahashi qui connaissent l'histoire de Lamu, qui veulent avoir une jolie édition comme celle-ci dans la Mangatech parce que c'est très chouette, hein, c'est très joli à voir. Ouais, c'est plutôt sympa. Bon, vous n'avez pas non plus tout qui est en couleur, hein, vous voyez, vous avez quand même quelques-unes des pages qui sont en noir et blanc classique. Mais bon, voilà, c'est sympa. Je vais garder quand même parce que je trouve ça joli et pour moi c'est important. Néanmoins, encore une autre petite critique, c'est que j'ai acheté ça neuf et que je l'ai pris avec dans le sac à la Japan Expo et ça s'est très vite abîmé, j'étais un peu dégoûtée. Et j'ai eu d'ailleurs du mal à trouver des tomes en parfait état, donc ça c'est quand même assez dommage quand vous payez ça. Je paye ça combien? 15 € quand même. J'ai payé ça 15 €. Donc là j'ai 30 € dans les mains pour une histoire à laquelle j'ai rien compris et dont la jaquette s'abîme très vite. Donc vous comprenez un peu pourquoi je suis désappointée. À la place numéro 8, j'ai décidé de mettre Kazane de Gutanabe. Ça parle de la légende japonaise de Kazane. Et l'idée dans ce manga, c'est de vivre l'histoire de Kazane, cette légende, au travers des yeux d'un jeune homme, Shinkichi, j'y étais presque, à l'époque Edo, qui s'est entiché d'une madame et visiblement c'était pas une bonne idée parce que ça se termine un peu en horreur. Si vous aimez les légendes avec un peu des fantômes, des trucs un peu horrifiques, etc., c'est pour vous. C'est clairement pas pour moi. J'ai pas eu très peur en vrai. J'ai juste trouvé ça un peu dégueu et surtout j'ai trouvé ça pas très intéressant, pour moi en tout cas, qui ne suis pas fan du genre de manière générale. Je n'ai pas trouvé ni l'histoire exceptionnelle, ni le récit très prenant, pas non plus trouvé le côté horrifique très effrayant. Donc je vois pas trop l'intérêt en vrai, c'est pas forcément une grande réussite pour moi, Kazane de Gutanabe. Les dessins c'était pas ma tasse de thé, ouais. J'ai pas trouvé ça exceptionnel. Est-ce que j'ai manqué quelque chose? Est-ce que c'est le fait que je... Non, j'ai juste pas aimé. Je vais pas faire genre, j'ai pas aimé. J'ai eu le premier tome, j'ai fait ouais. J'ai eu le deuxième tome, j'ai fait bon. Voilà, c'était vraiment pas top. Je trouve qu'on peut faire mieux dans l'horreur. Je vous l'accorde, hein, je suis pas une spécialiste parce que c'est pas trop ma tasse de thé. Moi, je préfère les trucs un peu kawaii, vous voyez. Même voilà, c'est pas formidable. À la place numéro 7 du classement, toujours dans l'air et d'eau, Butterfly Beast. Je sais que il y a la partie 1 en 2 tomes et qu'après il y a encore une suite en plusieurs tomes. Moi je me suis arrêtée là et je vais m'arrêter là parce que je n'ai pas fondamentalement accroché à ce titre et je vais vous expliquer pourquoi. Mais avant je vais vous dire de quoi ça parle. Alors vous avez compris, on est au Japon, Eredo, vous avez une femme qui a pour mission d'éliminer les ninjas dont le comportement déviant entache la réputation du groupe auquel elle appartient, c'est-à-dire un groupe de ninjas quoi. Elle a une couverture, cette femme là, elle est employée dans une maison de plaisir, hein, vous avez compris, et elle n'hésite pas à pourfendre les traîtres et ceux qui se comportent mal quand son clan le lui ordonne. Peu importe de qui il s'agit, que ce soit des personnes qu'elle connaît ou pas, des proches ou pas, c'est elle qui est envoyée au charbon pour faire la justice. Je pensais très sincèrement adorer ce titre parce qu'il y a tout là. Il y a une femme qui se bagarre, des ninjas, les rideaux, des belles parures de kimono. Je croyais que j'allais être sous le charme et en fait non, il y a quelque chose qui manquait. Mais peut-être que c'est justement du fait que ce soit que en 2 tomes, on n'a pas eu le temps de développer sa personnalité, c'était un peu rushé et ça m'a dérangé. En tout cas, ça ne m'a pas donné envie d'en connaître plus parce que j'ai juste eu l'impression de faire face à une femme qui savait pas ce qu'elle voulait et qui était quand même un peu bizarre. On a trahison
trahison sur trahison. Les personnages sont tellement superficiels qu'on a du mal à comprendre les liens entre eux et pourquoi c'est important ce qui est en train de se passer, pourquoi les décisions qui sont prises ont un réel enjeu pour les personnages. Et ce qui m'a vraiment dérangé, c'est que le postulat de base est très vite balayé. Dans la mesure où on vous dit, voici une femme au cœur de pierre qui n'hésite pas à trancher l'ennemi quand ça doit être fait. Et en fait, on se rend compte qu'à chaque fois qu'elle doit tuer quelqu'un, elle se pose 1 milliard de questions. Vous allez me dire, encore heureux en vrai, c'est vrai, mais du coup, c'est d'où elle sort cette réputation, tu vois, parce qu'à chaque fois, elle se dit bon, elle le fait, mais on voit quand même tout ce qui cogite à l'intérieur. C'est pas grave en soi, mais ça aurait été intéressant, je sais pas, il y a quelque chose qui n'a pas matché selon moi. Et d'ailleurs, de manière sous-jacente, elle a un but elle-même, c'est de se venger de quelqu'un, mais cette raison, elle est tellement nulle qu'on se demande mais pourquoi elle voue sa vie à faire ça, quoi. Pourquoi elle est au quartier des plaisirs à passer sa vie à essayer de se venger là où elle est, ça ne veut rien dire. Enfin bref, du quartier des plaisirs, en attendant que la personne objet de la vengeance arrive pour le trancher. En plus, je veux pas vous spoiler, mais bon, enfin voilà quoi. J'ai rien compris, j'ai pas adhéré. L'ensemble est un assemblage mal ordonné, bancal, qui peine à ne pas s'effondrer au fil des pages tournées. C'est beau ça. À la place numéro 6, une histoire d'enquête, en 2 tomes toujours, bien entendu, puisque c'est le thème de la vidéo. Et il s'agit de Season Life. Alors, Season Life, qu'est-ce que j'avais aimé le tome 1, j'ai trouvé ça super. C'est l'histoire d'un homme qui est malade, il ne lui reste plus que 6 mois à vivre, il a malheureusement déjà perdu sa femme et sa fille a disparu, très certainement assassinée. Comme vous pouvez le comprendre, plus rien ne le raccrochant à la vie, il décide d'en finir une bonne fois pour toutes. Sauf qu'un élément déclencheur arrive et il comprend qu'il a 6 mois pour trouver l'assassin de sa fille. On va donc suivre une enquête qui est extrêmement rythmée d'un père qui n'a plus rien à perdre, qui va rechercher le moindre indice pour tenter le tout pour le tout et retrouver l'assassin de sa fille. Et comme je vous ai dit, au premier tome, j'étais ultra emballée par l'histoire. Alors oui, il y avait des facilités, oui, il y avait des raccourcis qui semblaient assez opportunistes, hein, bon d'accord. Je pardonnais l'auteur d'avoir employé la voie de la facilité, dans la mesure où je me disais, bon c'est une histoire courte, donc c'est normal que ça doive aller un peu rapidement. Et puis en plus, comme cet homme, il m'était vraiment sympathique, hein. Je me suis dit, le pauvre, il a vraiment tout perdu et il déploie des capacités formidables pour essayer au moins avant de partir de faire quelque chose pour sa famille. C'était assez touchant, j'avais envie qu'il réussisse, et donc du coup j'acceptais voilà, qu'il arrive à faire avancer une enquête de manière incroyable dans ce premier tome. Et puis est arrivé le tome 2 et là c'était beaucoup plus calme, on se centrait davantage puisque l'étau se resserrait, hein, je vais pas vous raconter qui c'était, mais en tout cas on arrivait à déterminer peut-être l'éventuel assassin de sa fille. Mais le souci c'est que vraiment j'ai trouvé ça abusé. Ma crédulité s'est envolée, là j'arrivais vraiment plus à y croire, c'était trop tiré par les cheveux, les argumentaires, les liens, les indices. J'ai trouvé les liens et l'enquête tellement grotesques. Vous savez, pour les plus anciens d'entre vous, j'avais l'impression d'être dans un sketch de Bigard où tous les 3 secondes il disait bon admettons, tu te forces à croire ce qu'il est en train de raconter parce que tu dis c'est vraiment ridicule, c'est tellement ubuesque que bon, je se disais non mais que ça se termine. Ce dénouement final, j'ai mal au cœur de le dire, hein, mais je l'ai trouvé ridicule, absurde, déraisonnable. Et la toute fin, pour ceux qui ont lu, non. Non, s'il te plaît, pas ça. À la place numéro 5, un titre d'Akane Torikai, Amour placebo. Ça parle d'un jeune homme qui s'est fait plaquer par sa copine. Il a la trentaine. C'est un tournant pour lui parce que il était avec sa copine depuis un petit moment et il essaye de retrouver de l'amour auprès de jeunes femmes qui le monnaient. Et dans cet univers-là, il côtoie régulièrement une jeune femme et il en tombe amoureux. Mais évidemment, tout ne va pas se passer comme dans un conte de fées. Je veux pas en raconter davantage parce que sinon ça va vous spoiler et puis en 2 tomes ça va quand même assez vite. Mais en tout cas, voilà, sachez que ça va pas se passer
passé comme prévu et il va falloir se remettre un peu de tout ça. Et donc à travers ces 2 tomes, je pense que l'autrice tente très clairement de retracer les vicissitudes des relations amoureuses, la psychologie d'un homme déçu et qui tente comme il peut de combattre cette malchance en amour. C'est un mec normal, hein, c'est pas un héros, c'est pas un type qui fait des choses extraordinaires dans sa vie, il a pas une situation professionnelle de dingue, c'est une sorte de dénonciation parce que d'après ce que je sais, encore une fois, hein, les relations amoureuses au Japon peuvent être parfois un peu limitées par certains a priori. Il faut avoir un bon travail, certaines situations personnelles pour être plus attirant. Alors tu me diras c'est pas que au Japon, hein, peut-être, je ne sais pas. Mais en tout cas, je sais qu'au Japon, il y a quand même un poids qui est porté par les hommes pour justement assurer niveau carrière, niveau financier pour attirer des femmes qui auraient envie de se marier avec eux. Voilà, je vous dis ça, c'est d'après ce que j'en sais, je n'irai pas plus loin parce que je vais pas parler de ce que je connais pas, mais j'ai regardé 2-3 documentaires et c'est ce que j'ai compris et je pense que c'est peut-être aussi ce qui a un peu mis en avant là-dedans. Mais c'est pas vraiment ça le cœur du sujet, c'est vraiment la plongée de ce jeune homme dans des pulsions qui le dépassent. Et comme je vous dis, c'est pas non plus très clair dans mon esprit parce qu'on a un peu du mal à voir où on veut en venir là-dedans, parce que la fin on se dit ok, bah alors mais pourquoi? Je vous avoue que j'ai pas complètement tout compris, je devrais peut-être le relire plus tard aussi, je sais pas, j'ai pas tout saisi, j'ai passé un bon moment à lire ça. Alors attention, c'est quand même pour public averti, hein, parce qu'on parle prostitution, des relations entre hommes, femmes, amicales qui peuvent être empreintes d'hypocrisie, des relations sociales avec un statut social, des critiques de la société, etc. C'est pas pour des ados qui veulent découvrir l'amour, hein, non. c'est pas du tout ça. Mais fondamentalement, je pense que le message, c'est les relations sont bien évidemment complexes. Il existe différents types d'amour. Malheureusement, on finit pas toujours avec l'amour de sa vie. Parfois, l'amour va à sens unique. Il peut aussi rendre aveugle cet amour et ne pas nous faire voir la vérité. Et ça peut être dévastateur, bien sûr, hein, très dommageable pour soi-même, pour sa psychologie. Ça peut nous entraîner dans des addictions qui sont pas forcément très saines. Donc en gros, c'est l'Erita Mitsuko, hein. Les histoires d'amour finissent mal en général. À la 4e place du classement, je mets Sky High de Tsutomu Takahashi. Et c'est étonnant parce que d'habitude Tsutomu Takahashi en tome court, je suis pas fan, j'avais pas trop aimé Blue Heaven par exemple. J'ai trouvé Live bien mais pas non plus exceptionnel. Et là j'ai bien aimé. Ça nous parle de la vie après, de l'au-delà. En gros, vous avez des gens qui décèdent. Ils arrivent devant ce qu'on appelle la porte du ressentiment et là s'offrent à eux 3 choix qui leur est proposé par, on a l'impression que c'est une jeune femme mais on comprend bien qu'elle aussi est décédée et qu'elle a pour mission justement d'accueillir ces personnes et de leur proposer ce choix. Soit ils acceptent leur mort pour accéder au paradis et se réincarner, soit ils peuvent tuer un humain pour assouvir leur vengeance puisqu'ils ont été eux-mêmes assassinés, mais dans ce cas-là il va falloir accepter les conséquences et aller en enfer par la suite, soit ils peuvent errer parmi les vivants tels des fantômes. Puis vous avez tout type de profil et ce qui est fort c'est qu'on a envie de savoir quel va être leur choix et quel est leur cheminement pour décider ça. Alors évidemment on peut avoir nos convictions personnelles mais comme c'est écrit, eh bien on peut peut-être se mettre à réfléchir et dire ouais peut-être que ouais. Et puis moi qu'est-ce que je ferais si bon non, j'espère pas que ça m'arrivera un jour, mais en tout cas vous avez compris, j'ai bien aimé Sky High. Je sais que Sky Karma arrive très bientôt. Je vais prendre la suite parce que j'imagine que c'est soit la suite d'une personne qui s'est réincarnée puisque Karma, voilà, soit c'est encore d'autres histoires, mais j'ai trouvé ça bien, j'ai trouvé ça intéressant. J'aime bien le trait de Tsutomu Takahashi, j'ai passé un bon moment, donc je valide Sky High. À la 3e place du classement sur le podium, l'histoire des 3 Adolphes. Je sais même pas si ça compte vraiment hein, pour une histoire courte en 2 tomes parce que vous avez vu un peu les pavés. En tout cas, c'est formidable qu'on ait accès à ces éditions, à ces histoires qui sont quand même d'un niveau au-dessus. Je tiens à le dire en préambule, on sent le maître. Mais l'histoire des 3 Adolphes, je vous avoue quand même que je veux découvrir plus d'Osamu Tezuka parce que cette histoire je suis pas extrêmement fan. Alors ça parle de quoi? On va parler d'un journaliste qui va nous raconter l'histoire de 3 personnages qui ont le même prénom, vous avez compris le prénom, hein, voilà, Adolphe. Et dans le lot, alors il y a celui qu'on connaît,
et il y a 2 enfants allemands émigrés au Japon, dont l'un est juif, et bien sûr ça se situe un tout petit peu avant la Seconde Guerre mondiale, et puis pendant la Seconde Guerre mondiale, et puis après la Seconde Guerre mondiale. Donc ça c'est déjà le bon point, j'arrive déjà à l'argument positif, c'est qu'on raconte ce qui s'est passé du point de vue des gens, pas seulement pendant la guerre, mais sur l'avant et sur l'après. Donc ça, j'ai trouvé ça très bien. Bien entendu, ça dénonce des choses atroces qui se sont passées, les conséquences horribles pour la population, retrace les dégâts de la guerre, d'idéologie destructrice, la folie meurtrière qui a pu entraîner tout un tas de peuples à commettre des dommages irréparables. Et cette folie meurtrière, à quel point elle pouvait être contagieuse, comme l'avait prédit Gustave Le Bon dans Psychologie des foules, hein, pour ceux qui connaissent. Voilà, la minute culture de la vidéo. C'est la vérité, comment on peut être entraîné comme ça, et parce que depuis petit en plus on nous a intégré certaines idéologies dans la tête, et comment on peut être un peu bipolaire parce que on se rend même pas compte de l'absurdité de notre raisonnement. On peut voir les horreurs qui ont eu lieu, comment les gens ont fait face à ça, que ce soit d'un côté ou de l'autre, l'endoctrinement, les conséquences internationales. Bref, il y avait un message fort dans ce manga, incroyablement bien fait dans ce titre. Mais pourquoi est-ce que je le mets là? Mais parce que pendant un moment quand même je me suis ennuyée. Voilà, je le dis. Faut dire que le fil rouge de ce manga, c'est quand même la recherche de certains documents. Je vous dis pas quoi, je vous dis pas pourquoi, mais en gros pendant une très grosse partie, c'est-à-dire presque un tome et demi, on est à la recherche de documents. Et je vous avoue que moi, à un moment donné, j'en avais marre. Je dis bon, ça me saoule les documents. En plus, il leur arrive des choses. Vous demandez comment des bouts de papier peuvent être aussi solides. Mais au bout d'un moment, j'étais vraiment touchée par l'ennui. J'ai eu du mal à lire ce manga. J'ai mis presque 2 semaines, alors qu'Adrien, lui, a adoré, mais tout, hein, de A à Z. Il l'a lu en 3 jours, il pouvait plus le lâcher. Moi, j'ai eu du mal à lire. Je me suis un peu ennuyée, je me suis un peu forcée à le lire. Objectivement, je comprends pourquoi c'est vraiment très bien, mais subjectivement, je vous avoue que des fois, je dis bon, là aussi, hein, c'est un peu comme pour Kazane, l'horreur c'est pas mon truc, et la guerre encore moins. Et je vous dis, hein, moi je suis le kawaii, je suis la bonne humeur, la joie, moi je... Voilà, bon, mais c'est important bien entendu de lire aussi ce genre de choses, mais c'est vrai que parfois, je devais lire ça, je me suis dit, bon allez vas-y continue. Ouais, j'ai été quand même, je me suis un peu ennuyée, je trouvais ça un peu long. Je me suis dit, il y a quand même quelques chapitres qui servaient pas à grand chose. Et bon, c'était des rebondissements, de l'aventure, etc. Mais désolée. Voilà, je l'ai remis à côté de Blackjack d'Osamu Tezuka qui est aussi réédité en ce moment. On compte bien hein, lire davantage et acheter davantage d'Osamu Tezuka. On a pris Blackjack d'ailleurs à la Japan Expo qui est édité par Isan Manga. Et ce que je viens de vous montrer, c'est Delcourt Tonkan. À la seconde place du classement, le coffret qui contient 2 tomes des histoires courtes de Tsukasa Ojo. C'est pas un coffret qui était facile à trouver, un beau coffret hein, en dur, très jolie couleur d'ailleurs que j'aime beaucoup. Et donc, comme son nom l'indique, ça reprend les histoires courtes de Tsukasa Ojo. Tsukasa Ojo, c'est bien sûr City Hunter, c'est bien sûr Cat's Eyes, Family Compo, etc. Et oh oui, un joli petit shikishi d'ailleurs dans ce coffret, toujours agréable. Et donc bien entendu Tsukasa Ojo, j'aime beaucoup cet auteur et j'étais contente de découvrir son format d'histoire courte avec une facette de l'auteur que je ne connaissais pas. Son nom l'indique, quand vous avez plusieurs histoires courtes, vous en avez certaines qui sont le préquel hein, aux aventures de City Hunter, parce que les 2 premières du tome numéro 1, les 2 ou 3 premières, je sais plus, font clairement référence à l'idée de départ de City Hunter, et donc ça pose les bases de ce que va être le personnage. Mais il n'y a pas que ça, après il y a d'autres histoires qui sont dans le surnaturel. Alors c'était pas quelque chose que j'attendais de Tsukasa Ojo, et j'ai trouvé ça bien, j'ai trouvé ça mignon, j'ai trouvé ça attendrissant, et ces personnages, je trouve qu'ils ont toujours un grand cœur, et ils me touchent beaucoup. J'ai eu de l'émotion, de la vraie émotion quand j'ai lu certaines histoires. J'ai notamment beaucoup apprécié la première histoire de ce tome 2 avec la jeune fille qui parlait aux arbres. J'ai beaucoup aimé cette histoire que j'ai trouvée attendrissante. Et là aussi on voit le chara design de certains autres personnages, hein, voilà, on sent bien les références. Je vais vous montrer voilà, pour que vous compreniez, je pense que ça va être assez clair. Voilà. Alors je vous avoue quand même que j'ai préféré le premier tome au deuxième parce que le deuxième, alors ça c'était étonnant, mais à un moment donné j'ai cru que j'étais en train de lire Pilote sacrifié.
Pilote sacrifié, et ça parle des pilotes pendant la Deuxième Guerre mondiale kamikazes. C'était trop pilote sacrifié quoi, j'étais en train de lire pilote sacrifié. En plus c'était les mêmes noms et tout. Après je sais que pilote sacrifié ça vient d'une histoire vraie, donc c'est la vision de Tsukasa Ojo sur cette histoire là. Mais je me suis dit oh non, j'ai déjà pas aimé pilote sacrifié, alors là j'en J'en ai encore une petite dose. Bon, c'était pas ma préférée, ni d'ailleurs celle d'après, parce que, bon, encore une fois, hein, des conséquences des conflits armés pour les populations japonaises, notamment les enfants. Moi, ça me... quand on parle d'enfants qui vont pas bien, moi, ça me déchire le cœur. Donc, j'ai vraiment du mal. Et la toute dernière histoire, c'est l'histoire avec laquelle il a commencé sa carrière professionnelle. Mais là, vous voyez que c'est un dessin vraiment à l'ancienne des années 80. Donc, vous pouvez constater, en fait, à travers ce tome, aussi l'évolution artistique, le changement dans le dessin que Tsukasa Ojo a eu, et pour le mieux, hein, parce que j'adore moi les traits de Tsukasa Ojo, mais plus modernes, et vraiment un régal. Hein, vraiment, moi j'ai adoré ces histoires, je me les lisais vraiment tel un petit bonbon comme ça pour me faire du bien au cœur, et j'ai toujours une grande émotion quand je lis du Tsukasa Ojo, et comme ce sont à chaque fois des personnages au grand cœur, moi ça me fait quelque chose, moi j'aime ça, j'aime voir ça, c'est bien écrit, j'ai bien aimé. Je sais pas quoi vous dire d'autre, j'ai beaucoup aimé ces deux histoires. Je sais que bientôt il va y avoir un autre coffret dédié à Tsukasa Ojo. Quelqu'un m'a dit sur Instagram que ça reprenait la première histoire du tome 2. Donc j'ai hâte de voir ça, j'ai hâte de me procurer ce beau coffret également. Toujours aussi fan hein, de Tsukasa Ojo. En ce moment je suis en train de relire les City Hunter. Je vous en parle pas dans mes top flops. J'ai décidé de pas vous parler des classiques de type Dragon Ball que je suis en train de lire, Naruto que je suis en train de lire, City Hunter que je suis en train de lire, parce que pour moi c'est quoi qu'il arrive, c'est dans le top, c'est le numéro 1, le numéro 2, le numéro 3, et, enfin c'est ce que j'aime lire, vous voyez, donc ça sert à rien que je fasse un top flop avec ça parce que vous savez que forcément c'est dans le numéro 1. En tout cas Ojo, grand oui, ces histoires aussi j'aime beaucoup, certaines un peu de surnaturel, d'autres ultra réalistes, mais toujours avec des personnages au grand cœur, donc c'est à 100% validé. Et enfin, à la place numéro 1, si vous avez vu la sélection du mois qui est sortie là il n'y a pas longtemps, vous savez déjà ce que je vais vous présenter en 2 tomes. C'est bien entendu Quartier lointain de Jiro Taniguchi. C'est trop bien. Voilà, j'arrête la vidéo, lisez ça. Arrêtez de regarder cette vidéo, allez vous acheter ça, lisez ça et vous allez voir que vous allez vous sentir mais tellement bien. En fait, c'est l'histoire d'un homme cinquantenaire hein, qui a sa vie de famille et tout. Et un jour, par la force du destin, ou peut-être qu'il l'a voulu, je ne sais pas, il se retrouve dans un village dans lequel il a grandi, puisqu'il habite maintenant à la grande ville. Et il se dit, bah tiens, c'est vrai que c'est là où j'ai grandi, il va faire un tour. Et paf, il se réincarne en lui-même alors qu'il avait 14 ans. Et il se trouve qu'en fait, à cette époque-là, son père est parti, il a disparu, il a laissé femme et enfant tout seul. Et donc, en se réincarnant en lui-même à 14 ans, parce qu'il avait toujours son esprit d'homme de 50 ans, mais dans son corps de 14 ans, il va essayer de comprendre ce qui s'est passé, bien sûr de retenir son père, et là va se poser plein de questions sur la famille, le temps qui passe, les décisions, les conséquences. J'ai tout adoré, c'est du slice of life, c'est-à-dire que c'est du tranche de vie, on voit la vie quotidienne de ces personnes-là, en plus à une époque un peu à l'ancienne, un peu après-guerre, ouais, c'était une autre époque, dans un village japonais, c'était vraiment bien, c'était vraiment très bien. Bon, vous voyez, j'ai une vieille édition de chez Casterman au sens de lecture français, j'aime bien cet esprit un peu vintage, mais maintenant vous avez une magnifique édition où les 2 tomes sont regroupés en un, c'est pas excessif, le tarif je crois que c'est 25 €, mais ça en vaut vraiment la peine. C'est une maîtrise dans le genre du tranche de vie, c'est à lire au moins une fois je pense, parce que ça fait tellement du bien de lire ça, vous vous sentez tellement bien quand vous avez lu ça, ça vous fait poser tout un tas de questions sans non plus être lourdingue, sans non plus vous donner une grosse leçon frontale. C'est génial, j'ai adoré. Et d'ailleurs j'ai les 2 tomes là à lire aussi qui sont Un ciel radieux et Le gourmet solitaire, toujours de Jiro Taniguchi, que j'ai hâte de lire. Vous voyez, on a trouvé cette vieille, cette édition assez à l'ancienne. Oui, moi j'aime bien ce côté un peu vintage comme ça. J'ai pas trouvé ça cher, hein. Le 1 j'avais acheté complètement par hasard. Il y avait la médiathèque du village d'à côté qui faisait tout à 1 € et il était là à 1 €. Je dis bah vas-y, au pire je perds pas grand chose. Et celui-là j'ai trouvé en occasion sur Rakuten pour 7 €. Donc il y a moyen de trouver des... Allez, j'ose le dire, tant pis, je sais que tout le monde utilise ce mot à tort à travers et que certains ça leur sort par les oreilles, mais ça c'est dans le genre pépite masterclass. J'ai tout dit là. Non, c'est génial, franchement c'est
c'est du génie, c'est de la maîtrise. J'ai adoré. Quartier lointain de Jiro Taniguchi, et du coup je veux tous les lire, hein. Donc vous m'en avez déjà proposé certains dans les commentaires de la vidéo que je vous ai mentionné tout à l'heure, et j'ai bien noté. De toute façon je vais tous les trouver, je vais tous les lire, c'est trop bien Jiro Taniguchi. Si vous voulez avoir plus de précisions sur Quartier lointain, bah, je vous invite à aller voir la vidéo sélection du mois, parce que là j'en parle vraiment en détail, j'argumente, je vous dis pourquoi c'est super, etc. Donc allez voir cette vidéo. Bah, s'il fallait retenir qu'une chose, c'est qu'il faut lire Quartier lointain. Voilà pour cette vidéo spéciale série courte en 2 tomes, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ce type de concept vous plaît. Alors oui, c'est pas 92 tomes comme la dernière fois, mais parfois voilà, on veut se lancer dans une toute petite série, on sait pas laquelle prendre. Bah là je vous en ai donné quelques-unes. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne parce que ça m'encourage vraiment beaucoup quand je vois que vous me soutenez de cette manière. Et puis les réseaux sociaux, le Discord, etc. On se rejoint là-bas. En attendant la prochaine vidéo. Salut!